Salut, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque. Et là, on attaque la deuxième partie de notre marathon sur Vampire la Mascarade. Je veux parler donc de la V3 et de la V20. Voilà, qui sont donc respectivement donc les troisième et quatrième éditions, entre guillemets, ou dite édition 20e anniversaire de Vampire la Mascarade. Alors, on a déjà eu une très longue vidéo avant pour nous conter, parce que je vous ai expliqué évidemment le jeu, son contexte, voilà, de création, l'univers, ce que ça avait changé. Et toute la gamme donc de la V1, V2, il y avait déjà du matos. Et là, j'espère faire un petit peu plus court sur la V3, V4, puisque bon, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc je pense que j'aurai pas besoin de me répéter normalement. Donc là, V3, c'est en 99 normalement que paraît notre V3. J'ai un doute. Et il va y avoir une particularité majeure, c'est que déjà le background va évoluer de manière radicale, et cette évolution du background va être comptée à travers une série de romans, donc un cycle de romans, donc 98 pardon, mais qui raconte en fait des événements qui ont lieu en 99. C'est pour ça que j'ai eu un petit trou de mémoire. Et donc là, on est vraiment face à une évolution majeure du background de Vampire, où voilà, à travers donc 13 romans qui racontent chacun du point de vue d'un clan, d'un personnage majeur de ce clan, les événements qui vont donc avoir lieu durant donc les années 98-99 jusqu'à ce qu'on appelle donc la nuit, on va dire, comment ça s'appelait déjà, c'est la semaine de cauchemar, voilà, c'est ça. Et qui va voir en fait de nombreux vampires périr, et donc des changements majeurs à l'intérieur du BG. Par exemple, le clan Gangrel va quitter la Camarilla suite à ces événements. Il va y avoir évidemment une guerre ouverte entre le Sabbat et la Camarilla, qui va voir la prise justement de la ville de Washington. Plus on va dire des contre-offensives un peu partout, voilà, de très très gros soucis avec des on va dire couverts de réveils, on va dire d'antédiluviens, qui vont être gérés à coups de bombes atomiques par la technocratie. Ça a été vraiment n'importe quoi, hein. Franchement là ils avaient poussé le bouchon un peu loin, Maurice, comme dirait l'autre. Et dans cette gamme justement, la gamme Vampire, la troisième édition, va voir l'évolution de cette gamme justement. C'est là que je m'aperçois que j'ai pas été chercher les bouquins de la V20, mais j'irai les chercher en cours de route, c'est pas grave. Je disparaîtrai de l'écran pendant un bref instant, hein, mais vous m'entendrez toujours, hein, je suis pas loin. Et donc la fin de la gamme en fait Vampire, avec justement cette V3 qui va donner ensuite naissance à la gamme de Vampire Requiem. Cette gamme qui va se solder par donc le supplément GN justement, qui clôt la gamme donc aux alentours donc de 2004, si mes souvenirs sont bons. Donc on est vraiment dans une tranche assez courte, et d'ailleurs c'est assez frustrant parce qu'en français il y a quasiment pas grand chose de la V3 qui a été traduite, parce qu'ils ont pas eu le temps, hein. Donc à l'époque c'était Hexagonal qui avait traduit la chose. Et ils n'avaient pas du tout eu le temps de suivre la gamme qui était pléthorique, hein. Là, je vais vous présenter encore au moins plusieurs dizaines de suppléments. Et on a quand même un jeu qui atteint une certaine maturité, qui atteint aussi un certain niveau de grobilisme non affiché, mais qui finit par se voir quand même. Enfin, si, ça s'affiche quand même de plus en plus, hein, faut quand même le reconnaître. Mais on a un jeu qui, malgré tout, gagne en maturité, en qualité, même si bon, on prend un postulat du vampire, on va dire, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus violent, beaucoup plus, on va dire, porté sur les conflits politiques et militaires. Mais ça, c'est le background qui veut ça, hein, d'une certaine manière. Donc on est plus vraiment dans cette optique-là, voilà, de guerre des ombres, de guerre idéologique entre le Sabbat et la Camarilla, de guerre également entre les plus jeunes et les anciens. On est quand même dans les thématiques de vampires, mais on est dans quelque chose, on va dire, de beaucoup plus punchy, de beaucoup plus anti-super-héroïque, si je puis dire. Donc c'est je pense la version de Vampire que beaucoup
ont connu, qui sont passées par celle-ci. Elle reste encore, on va dire, je pense, très très jouée. Si on joue pas à celle-ci, on joue à la V20. De toute façon, on joue plus du tout à la V1 ou à la V2. Et elle avait, on va dire, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Je pense que voilà, c'était une bonne refonte au niveau du système de jeu. Donc il y a eu le système de, par exemple, d'initiative qui avait évolué. Donc là, on était sur Dex, dextérité plus astuce ajouté, et on rajoutait un des 10 pour avoir l'initiative, alors qu'avant c'était un jet d'astuce plus vigilance. De difficultés variables en fonction de la situation. Ça, c'était pour les gros changements. Pour les changements majeurs, il y avait aussi pas mal de changements dans les systèmes des disciplines, qui d'ailleurs va être repris après dans la V20. Donc, un dépoussiérage au niveau du background, l'évolution du BG, où on sent que là, on se rapproche de la GN, et donc justement, la GN va avoir lieu, si vous le voulez. Avec un supplément qui va clore la gamme, et donc une évolution également au niveau technique, voilà, qui est quand même, on va dire, d'importance, je pense, et qui a permis en fait à la fois d'équilibrer le jeu, mais de l'équilibrer dans le sens où on est quand même vraiment porté sur le conflit, le conflit physique. Voilà, ceux qui veulent jouer, on va dire, des belles histoires romantiques, torturées de vampires, là, passez votre chemin. On n'est plus du tout, mais alors du tout dans cette optique-là. Alors, la gamme. La gamme elle a été composée d'une V3, donc vous voyez, on a repris la couverture, hein, donc si vous faites le différentiel avec la V1, on est quand même dans le même... voilà, il y a juste la police d'écriture du jeu qui a changé. On est sur un livre, on va dire, toujours noir et blanc, donc là qui cette fois-ci fait quelque chose comme ouais, un peu plus de 320 pages, une feuille de personnage un peu plus épurée, avec donc un peu plus des compétences, on va dire, c'est à peu près les mêmes, hein, mais elles ont été, elles avaient un peu évolué entre la V1 donc, et cette V3. Et là j'avais encarté dedans une aide de jeu qui était parue dans Backstab avec des règles de coups critiques qui étaient plutôt rigolo. Et donc je l'ai laissé encarté justement dans la V3 puisque c'était à l'époque... voilà, moi la sortie de la V3 j'avais été vraiment super impressionné. C'était dans les mêmes années où était parue également la troisième édition de Shadowrun. C'était paru vraiment quasiment en même temps, hein, et ça me rappelle vraiment d'excellents souvenirs. Parce que c'était aussi les années où j'avais commencé à faire du GN Vampire. Et donc nous, on se basait vraiment sur cette troisième édition. Et c'est vraiment... voilà. Les illustrations, je trouve qu'elles sont un peu moins inspirées. On est sur des choses un peu plus, on va dire, diverses. Voilà. Par exemple, les illustrations vraiment très comics-like. Il y a eu des comics, hein, d'ailleurs, Vampire, qui sont sortis. Je suis pas très fan, donc avec en plus les présentations de personnages très importants. Là, c'était l'archonte Théobel, qui a beaucoup d'importance justement dans les chroniques. Il y a évidemment, donc voilà, pour les Macavians, il y a Anatole, qui est l'un des personnages majeurs aussi de la saga. Donc pour les Toréadors, donc c'est Victoria H, qui est encore un personnage très important jusque dans la V5, hein, qui a pris énormément de pouvoir. La Trémérée, donc voilà, Ailing Stormbridge, qui est l'une des vampires Trémérées très importantes de la ville de New York. Pour le sabbat, voilà, on a évidemment Vikos, Sacha Vikos, qui est un personnage très important également, donc qu'on connaît, on va dire, depuis la période de Dark Ages, et qui a une place très importante dans les romans et dans le background encore, puisque c'est un nodiste, donc un étudiant du livre de Nod, et notre très chère, donc là c'est Lucita, hein, donc voilà, Lucita, voilà, qui est sur mon t-shirt, elle est magnifique. Voilà, c'est donc un livre de jeu très, très complet pour la prise en main, avec donc tout a été revu et corrigé pour les disciplines, pour essayer de retirer un maximum on va dire, de choses obscures, de choses, on va dire, pas... Enfin, on décrit enfin de manière synthétique toutes les disciplines, on va dire, sur un même format, et sur un système rééquilibré en théorie, et également, on va dire, avec des précisions bienvenues
qui évite, on va dire, les écueils, on va dire, d'utilisation de certaines disciplines, hein, parce qu'il y a eu quand même, il y a eu des problèmes, on va dire. Mais ça n'empêche pas que le jeu, voilà, reste très, très, très violent, hein, très, très porté, on va dire, comme je vous disais, sur les conflits armés et sur les conflits violents. Ce qui n'est pas, on va dire, une thématique complètement incongrue, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'est pas ce que forcément tout le monde recherche quand il joue à Vampire. Donc là, si vous voulez jouer en fait dans un contexte plus, on va dire, sur des rails, vraiment dans un contexte militaire avec une campagne militaire qui se déroule, la V3 c'est l'idéal. Si vous voulez vous en, sinon il faut complètement s'extraire, si je puis dire, oublier, on va dire, tout ce contexte, on va dire, de guerre pour faire une chronique, on va dire, plus intime, plus à plus grand, à une échelle, on va dire, différente, dans une ville, on va dire, qui n'est pas touchée par les conflits vampiriques. C'est possible, hein, mais c'est pas ce que propose la V3. Alors l'écran de la V3, que moi j'aime beaucoup, hein, donc il reprend les couvertures des romans. Voilà, on a à peu près tous les protagonistes, hein, donc en particulier donc Lucita, Anatole, Théobel, Ailing Stonebridge, Sacha Vikos, etc., etc. Donc avec tous les tableaux évidemment. Donc ça c'est la version, puisque là je vous le présente en VO, hein, car moi Vampire, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais c'était sous-entendu. Aussi j'en ai parlé dans la première vidéo, mais je ne l'ai jamais quasiment pratiqué en VF. J'ai acheté la VF uniquement pour la collecte, voilà, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc le livret, enfin le storyteller screen était accompagné du supplément, donc le storyteller compagnon. C'était avec, hein, c'était un pack qui était vendu ensemble. Donc là on avait des petites choses supplémentaires, c'était des règles en plus sur les disciplines, les compétences, etc. etc. Des lignées supplémentaires qui vous étaient décrites évidemment dedans, donc des bloodlines, donc les salubris, les samedis et les filles de la cacophonie, les Daughters of Cacophony, voilà, qui étaient décrites là-dedans. C'était un petit supplément qui était calé avec l'écran, qui donnait quelques petites choses en plus, on va dire. Voilà, c'était pas non plus extraordinaire, mais ça avait le mérite d'exister, comme je le dis souvent. Un supplément par contre complètement indispensable de la 3ème édition, qui est vraiment génial, le Children of the Night. Donc là, la description de tous les PNJ majeurs de cet arc narratif, donc de la 3ème édition. On a tout en fait, hein. On a vraiment, voilà, tout le monde est dedans. Donc il y a Dracula, hein, même qui est décrit, il y a tous les archontes, enfin tous les archontes majeurs, tous les justicars, les nouveaux justicars qui ont été nommés, qui vont donc participer à la guerre, des personnages majeurs du sabbat. Donc vous avez les caracs par exemple de Sacha Vikos, voilà, de Monsada, l'archevêque de la Sombra. Donc c'est de quelle ville déjà d'Espagne? Il est à Madrid, tout simplement, dont on parle. Les indépendants, les membres de l'inconnu, il y a vraiment tout. Voilà, si vous voulez vraiment le guide, ce guide de PNJ, même encore pour si vous jouez avec la V5, je pense qu'il est encore intéressant de l'avoir, parce qu'il y a vraiment toutes les caracs des gens majeurs, et donc en particulier des gens des romans, enfin des PNJ qu'on voit dans les romans. Ils y sont quasiment tous, hein, décrits à l'intérieur. Voilà, tous les archontes, donc voilà, mariage Trek, Cock Robin, c'était assez rigolo. Madame Gill, Anastasia Dizagreb, voilà. Certains, on se disait, mais pourquoi ils ont été élus Justica? C'est complètement nul en comparaison des autres qui étaient là avant. Mais bon, c'est la politique, c'est comme ça. En parallèle, on va dire, avec ces versions, donc il y avait les guides, enfin un guide complet de la Camarilla et un guide du sabbat, donc qui étaient vraiment tous les deux quasiment incontournables, indispensables. Donc là-dedans on dit guide de la Camarilla, donc on vous décrit quand même un petit peu les instances de la Camarilla, et quelques petites choses, hein, voilà, la terminologie, on vous précise tout, même si bon, tout était déjà plutôt décrit, on va dire, dans le livre de base. On vous décrit évidemment une flopée de niveaux de discipline supplémentaires, des lignées également de vampires supplémentaires. Donc on a dedans les caïtifs,
qui sont donc les vampires dits sans clan. On a les gargouilles qui sont décrites, évidemment aussi les Lasombra anti-tribu. Voilà, donc vous avez ça là-dedans, plus donc des conseils pour le MJ, pour faire une chronique à l'intérieur de la Camarilla, des caracs de PNJ prêts à l'emploi, des, on va dire des conseils thématiques, et on va dire des éléments en fait pour comprendre on va dire le système de la Camarilla. C'est quand même pas mal. Bon, c'est un peu à boire et à manger, mais il y avait de quoi faire sans problème. Pour le sabbat, que moi je trouve meilleur, en termes de. Il y a la même chose, hein, sauf que là on a vraiment tout, puisque ça c'était pas dans le livre de base, même si on avait la description dans le livre de la troisième édition, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, de tous les clans en fait, hein, on a en fait, les 13 clans qui sont décrits à l'intérieur, donc on peut jouer en fait les 13 clans, mais on nous décrivait, on va dire, de manière assez succincte les sectes, la Camarilla, bon, par défaut, et le sabbat. Donc, par exemple, voilà, dans le guide, il y a le code de Milan, qui permet donc de savoir quel est le code, on va dire, justement, du sabbat, qu'est-ce qu'on doit respecter. Donc, on a les antagonistes avec leurs caractéristiques, des descriptions, évidemment, de disciplines aussi de plus haut niveau. Donc là, on ne va que jusqu'au niveau 9. Des nouveaux dérangements, les voies d'illumination du sabbat également, voilà les disciplines spécifiques, donc des lignées qui sont décrites à l'intérieur. Donc là on vous redécrit en fait toutes les lignées justement, donc voilà, donc toutes les lignées en anti-tribu, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi donc les lignées spécifiques, donc il y a les Blood Brothers, les Bruchas anti-tribu, les Gangrel anti-tribu, les Harbinger of Skulls, et oui, depuis que il n'y avait jamais eu de Giovanni en fait, de Giovanni en anti-tribu, hein, ça n'existait pas. Et Giovanni ne faisait pas partie du sabbat. Et ils ont accueilli en fait ce qui reste du clan cappadocien, donc on appelle donc les Harbinger of Skulls, les messagers des crânes. On a donc les Chiacides, les Malkavians anti-tribu, les Nosferatu anti-tribu, les Panders, qui sont l'équivalent des Caïtifs version sabbat. Les Ravnos anti-tribus, les Salubris anti-tribus, puisque là maintenant, comme dans le BG, les Trémérés anti-tribus qui faisaient partie du sabbat dans les premières, deuxième éditions ont disparu. Ils ont tous été éliminés, je sais pas pourquoi. Voilà, à l'initiative de celui qui était en fait le chef de ces Trémérés anti-tribus qu'on appelait donc la maison Goratrix, qui était l'un des membres du cercle intérieur des Trémérés qui avait quelque peu pris la poudre d'escampette. Parce qu'ils savaient ce qui se passait à l'intérieur du clan Tréméré, mais j'en dirai pas plus. Hein. Voilà. Les Serpents of Light, qui sont donc les Cétiques du sabbat, Serpents de lumière, Toréador anti-tribu, Ventru anti-tribu. Voilà. Donc on a la description de toutes les lignées, leurs disciplines évidemment. Donc là, les Salubris anti-tribu qui sont à l'intérieur, eux sont plus des combattants. C'est en fait, là on a plus, on s'est conformé si je puis dire à la manière dont ça a été développé pour Dark Ages, parce que dans Dark Ages évidemment il y avait les Salubris qui continuaient à demeurer même s'ils avaient théoriquement disparu puisqu'ils ont été éliminés par les Trémérés. Mais il y avait quand même encore deux lignées de Salubris qui subsistaient, donc les Salubris version healer, donc version guérisseur, et les Salubris version combattant, qui eux avaient donc une autre discipline qu'on appelle donc le Valeren, alors que les Salubris version healer ont donc un Valeren aspect guérisseur, ou on va dire leur pouvoir spécifique qu'on va appeler OBA dans la version on va dire moderne. Voilà. Oui, je sais, hein, c'est un peu compliqué. Si vous ne connaissez pas Vampire, je pense que vous allez être quelque peu perdu. Mais Vampire est un jeu extrêmement riche et complexe. Pour chacune de ces éditions que je vous ai montrées, il y avait des coffrets donc, qui étaient parus à l'époque. Donc il y avait le coffret pour on va dire l'édition de Vampire de base. Donc le voici. Donc ça c'est l'édition limitée, voilà, avec la tranche argentée. Mais c'est le même, hein, avec donc un signet, etc. Donc voilà, moi j'avais sauté dessus parce que les livres étaient vraiment très très beaux. Donc c'est le même que la version, sauf que voilà, il est en version collector. Et en plus, était encarté avec le livre d'art de Vampire. Donc avec plein d'illustrations. Donc voilà, les illustrations par exemple des couvertures des romans. Et d'autres illustrations, voilà, et la description des personnages
importants. Donc là, Sacha Vikos, par exemple, encore lui, ou elle, enfin, Yel, comment devrait-on dire en français, je ne sais pas. Je crois qu'en anglais, ils disent they dans la version originale. Donc Anatole, Lucita, je t'aime Lucita, je t'aime. Elle est trop balèze Lucita, c'est franchement... Voilà, c'est un de mes personnages préférés dans Vampire. L'illustration aussi, en noir et blanc, issue aussi bien de Vampire que de Vampire Dark Ages d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des illustrations de Dark Ages qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc là par exemple, c'est les illustrations des têtes de chapitre de Vampire Dark Ages. Voilà, les illustrations également de couverture, voilà, celle du supplément Cétite et du supplément DC by Night. Donc voilà, un supplément d'illustration qui allait et qui est paru d'ailleurs aussi en version normale, hein, couverture souple avec une couverture non limitée. Donc ça c'était le premier coffret et il y avait eu donc un deuxième coffret. Celui-là d'ailleurs il était sorti avant les versions normales, donc j'avais acheté celui-là pour avoir les deux suppléments parce que sinon il n'y avait que le supplément sur la Camarilla qui était sorti tout seul. Et c'était un vrai scandale. Donc voilà, les mêmes, hein, suppléments Sabbat et Camarilla en version limitée. Moi j'ai adoré, hein, on va dire, voilà, pouvoir les lire déjà à l'époque, alors que j'avais à peine acheté donc ma version normale de Vampire 3ème édition. Le coffret donc était sorti quasiment en même temps, et j'avais sauté dessus pour pouvoir avoir le supplément Sabbat, parce que moi j'adore le Sabbat, et donc évidemment c'était plutôt intéressant d'avoir déjà le supplément pour pouvoir faire une petite chronique. Alors, était paru, à noter, en supplément aussi collector, l'Encyclopédia Vampirica, donc là je le montre parce il a existé en français, il a été traduit, qui est un supplément qui a été fait par les fans de vampires du côté d'Outre-Rhin, donc les Allemands, pour ne pas les nommer. Donc il s'appelait donc Feder und Schwert, donc la plume et l'épée, pour les non germanophones. Et donc là-dedans, on avait la description en fait par le menu de tous les vampires majeurs, on va dire, et de tous les termes de jeu du jeu Vampire, donc la mascarade. Et en même temps, ils avaient fait également donc la présentation. Donc là, voilà, vous avez par exemple un de leurs personnages donc, que je ne connais pas, et le dessin par exemple, voilà, ça c'est Hélène de Troyes, ou Portia si vous préférez, voilà, pour dans Chicago by Night. Parce que je rappelle, Chicago by Night raconte la terrible lutte entre Helena et Ménélé, donc Hélène de Troie et Ménélas, hein, les fameux héros d'Homère. Et donc là, par ordre alphabétique, vous avez vraiment la plupart des PNJ, donc c'est vraiment quelque chose de très très utile si voilà, vous voulez avoir des informations sur certains PNJ de vampires, savoir d'où ça vient, dans quel bouquin, c'était là-dedans. Et il y a également donc les PNJ des suppléments en allemand que je n'ai pas. J'aimerais bien d'ailleurs aller faire un jour un tour en Allemagne pour pouvoir les choper, puisqu'ils avaient fait des suppléments de villes qui décrivaient, on va dire, pas mal de PNJ. Donc les suppléments en question, c'était lesquels je ne me souviens plus, il faudrait que je revoie. Les suppléments qui avaient été... quels sont les suppléments qu'ils avaient, créés en VO. Et donc c'était des suppléments vraiment sur des villes allemandes. Donc il y avait déjà Berlin, donc c'était pas Berlin, donc je me souviens plus des autres. S'il y avait peut-être Stuttgart ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, c'était leur PNJ. Bon, après tout, c'est eux qui avaient fait le supplément. Ils pouvaient mettre leur PNJ à l'honneur, hein, ils avaient le droit. Voilà, alors la suite de la gamme. Maintenant. Donc, on a le Player's Guide 3ème édition. Alors, je l'ai acheté vraiment il y a assez récemment parce qu'il n'était pas super utile. Il y a beaucoup de choses dans ce Player's Guide. C'est plutôt un guide, on va dire, pour être un bon joueur de vampire. Donc, c'est très littéraire, très verbieux. Voilà, comment former un bon groupe de joueurs, comment... Là, on était plus quand même dans un aspect, on va dire, vraiment améliorer le jeu, non pas en termes techniques, mais plutôt en termes, on va dire, de conseils
de conseils de narration. Bon, on a quand même une création de personnages un peu plus développée, une nouvelle feuille de personnage à la fin. Donc voilà, c'est pas un supplément qui m'a été très utile, puisque je l'ai vraiment acheté récemment, hein, celui-là. J'en ai profité de l'avoir trouvé justement pour pouvoir l'acheter. Mais c'est pas le Player's Guide de la première et deuxième édition, quoi. Pas du tout. Si vous voulez vraiment avoir des vrais Player's Guide, les vrais Player's Guide, en fait, c'était le guide du sabbat et le guide de la Camarilla, qui était à la fois pour le joueur et à la fois pour le storyteller. Le Storyteller Handbook 3ème édition. Ah bah, on a à peu près, par contre, la même chose que dans la V1 et la V2 pour celui-là. Description évidemment donc de lignées vampiriques oubliées à utiliser pour le MJ comme antagoniste, donc en particulier les Bali, les Trubrucha, voilà, tout était là-dedans. Donc ça remplaçait quelque peu ce qui était paru avant. Donc voilà, les Bali, Bali-Balo, avec leur fameux Daimonon, les Nagaraja, les Trubrucha et leur temporicité. Voilà, donc il y avait cette description, beaucoup de choses techniques, quand même, qui font vraiment penser à la V1, V2. Bon, très utile hein, dans la 3ème édition, avec une description également, je viens de revoir ça, c'est vrai que je me souvenais plus qu'il y avait ça, de techniquement des settings alternatifs pour vampires, et vous proposez également d'autres périodes de jeu. Voilà, mais donc vous pouvez utiliser Dark Ages, hein, évidemment. Non, un supplément qui n'est pas d'une utilité foudroyante, mais qui pouvait quand même paraître plutôt intéressant. Le guide des anarques, donc là, un peu le parent pauvre par rapport au triptyque Sabbat, Camarilla, Anarque. Le supplément donc permet techniquement, comme son nom l'indique, de jouer des personnages anarques. Dans le contexte de vampire, avec une feuille de personnages spécifique, et tout, on va dire, voilà, sur voilà, des protagonistes, des combos de discipline, des conseils et des thématiques, voilà, des PNJ, des descriptions, on va dire, de la situation des anarques un peu à travers le monde. Donc on a un peu tout pour jouer ça. Le bouquin est gros hein, quand même. Hein, pareil, celui-là, je ne l'ai pas acheté, on va dire, je l'ai acheté assez récemment. Il fait 250 pages. Donc, si vous voulez vraiment, on va dire, jouer une campagne anarque, il y a la description également de chaque clan en version anarque. Donc, les Gangrel, les La Sombra, les Ravnos, voilà. Tous les clans, après, sont mis un peu en avant pour vous montrer, on va dire, quelle est leur différence entre les gens du clan de la Camarilla et les anarques les anarques de chaque clan. Donc voilà, c'est un supplément assez pas vraiment indispensable, mais bon, ça peut toujours être intéressant. Après, un supplément que moi j'ai trouvé pas mal, donc Mexico City. Alors la ville de Mexico était déjà décrite, si vous vous souvenez de ma vidéo sur Mage, dans donc le supplément Diable, enfin le supplément comment il s'appelle Chaos Factor. Il y avait déjà la description de Mexico et donc là on a une description du côté vampirique de la ville de Mexico, donc qui est tenue par le sabbat évidemment et qui est plutôt, moi je trouve plutôt intéressante. Et c'est là que je me dis, normalement ils sont où les autres ça a été encore rangé, je sais pas comment. C'est bizarre quand même. Ils sont où les autres suppléments by night? Je vais les retrouver. Oui, ils sont là. Ah, ça y est, je les ai revus. Donc oui, celui-là il était probablement rangé au mauvais endroit. Il va falloir que je re-range tout hein, parce que j'ai déplacé mes piles pour vous présenter la gamme. Et du coup, tout est un peu le cul en l'air, comme dirait l'autre. Donc le supplément Mexico City qui est assez tardif, mais qui quand même voilà, qui permet de voir comment fonctionne une ville du sabbat 2002. Donc 2 ans avant la fin de la gamme. Et c'était plutôt intéressant pour voir comment ça fonctionne. Après, voilà, si vous voulez jouer à Mexico, c'est quand même assez compliqué. Donc il y avait d'autres suppléments by night. Je vais remettre l'église au centre du village. Alors, pour essayer de faire comme une présentation pas trop chaotique. Donc il y avait d'autres suppléments. Donc le supplément New York by Night, intéressant aussi,
a vraiment un bon contexte, on va dire, surtout dans le cadre de la troisième édition, pour vraiment cette ambiance de guerre en fait entre le Sabbat et la Camarilla, puisque bah, le Sabbat tient à peu près toutes les quartiers autour de New York, plus le New Jersey, et bah, la Camarilla est un peu encerclée, assiégée dans Manhattan, et c'est plutôt intéressant. Donc avec la description évidemment de plein de PNJ comme d'habitude. C'est pas de la qualité, on va dire, de ce qu'avait été le Chicago by Night, évidemment, on a du mal à le retrouver cette qualité, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Et enfin le dernier qui lui par contre permet de faire vraiment des choses formidables, j'ai vu d'ailleurs des MJ qui en ont fait vraiment des choses formidables, Kero by Night, où donc là on a la description comme son nom l'indique de la ville du Caire, ce qui est vraiment très dépaysant. Moi je ne l'ai jamais trop utilisé, on va du moins pas sur une campagne longue, mais il y a vraiment de quoi faire. C'est un by night pas très connu et qui est en plus utilisable, on va dire, avec justement Mommy, The Cursed, enfin les dernières versions de Mommy, et qui faisait partie en fait de l'événement qui s'appelle Year of the Scarab, où donc on avait des suppléments qui décrivaient, on va dire, plusieurs, enfin déjà dans la gamme Mommy, plus on va dire les liens, comment dire, avec le World of Darkness. Donc il y en avait d'autres, hein. Et donc celle-là était un crossover justement avec Mommy. Dans les suppléments, on va dire plus, on va dire de contexte, de règles. Ghoul Fatal Addiction, c'est un supplément pour, on va dire, jouer des ghouls. Donc là, comment créer des ghouls, faire une campagne avec des ghouls. Ça peut être intéressant. Je dis pas qu'on va dire la proposition ludique est pas forcément idiote. Bon, par contre, je sais pas si. Moi, en tout cas, ça m'a jamais trop plus que ça attiré. En tout cas, ça permet aussi, si vous voulez vraiment développer les ghouls de vos PJ, d'avoir un supplément référence qui est loin d'être, on va dire, inintéressant. Voilà, voilà. Ensuite, on poursuit. Archonte and Templar, donc là un supplément justement sur les archontes et les templiers. Donc ben voilà, les archontes, là, jouer des archontes dans le contexte de Vampire 3ème édition, ou des templiers du sabbat, qui sont eux aussi, on va dire, des exécutifs, qui sont souvent des gardes du corps, comme je l'avais dit, mais également des protecteurs, si je puis dire, des hauts dignitaires du sabbat et du sabbat lui-même. On va dire sans le contexte de manipulation de la main noire, on va dire, sans on va dire être une élite, voilà, ça n'en reste pas moins un peu des chevaliers à l'intérieur du sabbat, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, Kane Chosen the Black Hand, donc là, la remise à niveau, si je puis dire, par rapport au Dirty Secret of the Black Hand, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Là, on est donc sur une main noire, on va dire, où on fait abstraction de tout ce qui s'est passé avant. Ça n'existe pas, la vraie main noire. On n'en parle plus trop. Voilà, on essaye de remettre les choses à niveau pour se dire, ah, bon, si vous vous souvenez des anciens trucs, ben, là, ça a un peu changé. Donc, c'est pour vraiment jouer la main noire du sabbat, mais sans, on va dire, tout le contexte qui avait été abordé avant. Ça peut avoir son intérêt. Moi, je trouve que voilà, c'est on va dire, une reculade qui peut-être paraître logique, heureuse, mais bon, franchement, fallait assumer, quoi. Et là, on voit que concrètement, avec ce supplément-là, ils assument pas trop. Ensuite, Lair of the Hidden, donc qui faisait partie de la série de suppléments de l'année Time of the Judgment. Donc là, on était plus voilà, dans la préparation de la GN. Et donc là, c'est la description de l'inconnu, justement, avec leurs différents refuges et des vampires qui veulent évidemment se retirer du djihad. Donc, et des intrigues qui vous sont proposées pour jouer donc justement autour de l'inconnu. Au moins là maintenant il y a un supplément qui existait, ça n'existait pas réellement avant, quoi. Il n'y avait pas de supplément dédié à l'inconnu. Time of the Thin Blood, donc oui, la 3ème édition introduisait aussi ce qu'on appelait donc les sangs faibles, c'est-à-dire les vampires de 14e, 15e génération qui étaient quasiment plus des vampires en fait, qui étaient
presque humains, et qui avaient donc des pouvoirs particuliers et qui étaient le signe comme quoi la GN arrivait. Hein. Dès que le sang, comment dire, allait devenir justement faible, allait s'affaiblir, que le sang de Kara allait être tellement dilué que le sang vampirique n'allait plus prendre le pas, eh ben voilà, ça allait être le bazar annoncé. Donc eh ben, on vous explique là-dedans ce que c'est que d'être un sang faible, comment vous êtes vu par les autres, mal, hein, voilà, spoiler, très mal. Et donc comment jouer en fait ces Finnblood justement dans le contexte de Vampire 3ème édition. Alors, The Red Sign, donc là, pareil, on est encore dans justement le Time of the Judgment. C'est tous les signes avant-coureurs, les prophéties, les machins, les bidules. On vous révèle donc des secrets sur tout ce qui va se passer, on va dire, dans la timeline de Vampire, donc dans l'évolution de la gamme, pour préparer d'une certaine manière la GN. Voilà. Donc c'est voilà, tout donc sur les sectes, les cultes. Qui prédisent la fin du monde. Voilà, vous avez tout ce contexte-là, avec le fameux Red Sign, puisqu'il y avait une étoile rouge dans le ciel qui annonçait la fin des temps. C'est affreux. Ah là là, quelle horreur. Ensuite, donc, Blood Magic Secret of Thaumaturgy. Donc là, un supplément de règles pour spécifiquement plein de nouvelles voies de thaumaturgie qui rassemblent la plupart des voies qui avaient été disséminées, qui existaient déjà quand même dans plein de suppléments de la V1, V2, et qu'on rajoute de nouvelles. Franchement, ils auraient pas dû, hein, parce que là, ça devient un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je l'ai jamais trop, on va dire, proposé à mes joueurs. Donc, en tout cas, il y a la sorcellerie, donc il y a la sorcellerie des anciens Bruja, qui a été sorcier, donc des nouvelles voies de thaumaturgie pour les Trémérés. Donc normalement il y a la sorcellerie Koldunic aussi qui est décrite dedans, donc la sorcellerie élémentaire en lien donc avec les éléments, les forces de la terre, etc., les forces octoniennes. Tout est décrit là-dedans avec plein de rituels, plein de choses. Donc voilà, si vous voulez vraiment développer cet aspect dans votre campagne, ben voilà, Blood Magic, c'est très bien. Sinon, franchement, vous pouvez vous en dispenser. Sin of the Blood. Donc là, ça fait partie un peu des suppléments remplissage, ce que j'appelle moi. Mais bon, qui peuvent parfois être utiles. Donc là, c'est sur la Diablerie, le Golconda, donc qui est la voie, ou Golconde en VF, que peuvent suivre les vampires pour essayer de trouver la rédemption et de redevenir humains, donc en suivant vraiment à fond la voie de l'humanité. Des nouvelles voies d'illumination et des nouveaux pouvoirs vampiriques, évidemment, parce que sinon, voilà, le supplément ne se vendrait pas. Donc ça peut être utile, mais bon, il y avait déjà pas mal d'autres éléments dans le reste de la gamme, sans avoir besoin de faire un peu du remplissage. Donc, Night Siege. Voilà, là c'est pour mettre en place le conflit entre le Sabbat et la Camarilla, donc les thématiques donc, des conflits guerriers en fait entre les deux sectes, etc. Donc là ils ont fait vraiment un supplément là-dessus, avec des descriptions de PNJ, les tactiques utilisées par le Sabbat et par la Camarilla. Bon, ça fait un peu aussi remplissage, hein, mais bon, franchement ça peut vous donner des idées, mais vous pouvez largement vous débrouiller par vous-même. Hein. Voilà. Night of the Prophecy, un recueil de scénarios justement qui est un prélude en fait à la GN justement, qui est plutôt pas mal vu. Il y a certains scénarios qui sont très très bons là-dedans, c'est peu de le noter. Donc il y a le retour du Succubus Club qui est devenu justement un club itinérant qui est plutôt pas mal. To the Grandmother House, qui est sur la fin de Baba Yaga, plutôt intéressant. House of Flies, qui est un excellent scénario, moi je trouve, que j'ai fait jouer d'ailleurs, qui se passe donc à Montréal, justement pendant un événement particulier qu'on appelle donc justement il y a une semaine en fait, où ils ouvrent la ville à tout le monde, à tous les pour venir partager leur expérience et remplir ce qu'on appelle donc les litanies. Et donc pouvoir consulter les anciens textes, et donc c'est à cette occasion que évidemment parlent, on va dire, les représentants de chaque voie d'illumination, mais aussi ceux qui suivent, on va dire, certaines voies particulières comme celles qui sont
on va dire, qui font des recherches sur le livre de notes, sachant que dans la Camarilla, évidemment, c'est très mal vu et c'est interdit, alors que dans le Sabbat, c'est tout à fait permis et on peut échanger donc entre membres du Sabbat et même de la Camarilla, hein, mais qui évidemment vont pas le crier sur les toits, vont aller à Montréal pour échanger avec d'autres érudits. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir un peu cette trêve autour justement du savoir et de l'histoire de l'origine des vampires, qui permet à des vampires qui donc, normalement ont des idéologies politiques complètement différentes de pouvoir se retrouver et discuter ensemble. Et donc d'autres scénarios. Alors pour les autres, je ne me souviens plus de la chose. Donc le club itinérant, ça c'était plutôt pas mal. Walking After Midnight, je ne me souviens plus de quoi cela en retournait, j'avoue. Il y a vraiment certains personnages qui m'ont. Ah oui, c'est un scénario qui se passe à San Francisco. C'est la lutte en fait entre les vampires d'Orient et les vampires occidentaux. Donc voilà, Grandmother House, c'est la fin de Baba Yaga. Et si, il vous présente donc la fin de ce qu'on appelle l'un des très puissants Niktuku. C'est les puissants Nosferatu complètement monstrueux que l'on dit, on va dire, quand ils vont se réveiller, ils vont bouffer tout le monde aussi. Comme les antédiluviens. Hein. Donc il y a un scénario également, je crois, à Las Vegas. Ça doit être ça, un scénario en effet qui raconte, on va dire, ce qui se passe en effet à Las Vegas. J'en avais fait un scénario moi-même qui était plutôt sympa. Une petite mini chronique qui se passait à Las Vegas il y a déjà quelques années. Pardon pour avoir le petit coup dans le micro. Et là j'ai une pile de bouquins qui commence à s'accumuler sur un côté de la table. The Succubus Club Deadman Party, donc là c'était en regard justement de Night of the Prophecy, la description donc du club itinérant qui est devenu le Succubus Club suite aux événements de Chicago, qui a obligé le club à fermer et à devenir donc un club itinérant mondial, enfin déjà aux États-Unis puis après un peu dans le monde. Donc on reforme un peu cet esprit Succubus Club où tout le monde est invité en tant que vampire à venir s'amuser, faire des voilà dans un nightclub itinérant. Je trouve ça plutôt pas mal. L'idée était pas idiote. Hein. Je l'ai utilisé d'ailleurs. Voilà, moi j'ai fait mon propre Succubus Club event à Paris. Avec une table, c'était génial, qui avait chacun des objectifs différents. Bah, je vous en avais un petit peu parlé. Où ils avaient donc tous échangé leur téléphone portable, enfin leur numéro de téléphone portable, pour justement faire des vieux coups bas par SMS. C'était assez terrible. Alors ils sont là-dedans parce qu'ils sont dans la période Vampire 3ème édition. C'est les volumes 3 et 4 de la Transylvania Chronicle, qui est une chronique donc, qui permet de jouer de Dark Age jusqu'à l'époque moderne, qui est loin d'être extraordinaire. Il y a certaines parties qui sont jouables, mais c'est vraiment pas top. J'y reviendrai quand je vous parlerai de la gamme Dark Age un peu plus tard. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, c'est des scénarios qui sont très très moyens. Et comme je vous le disais, donc, le dernier supplément de la gamme, GNA. Voilà, celui-ci. Donc là, on a en fait non pas une mais 4 scénarios qui vous proposent en fait de jouer la GN de 4 manières différentes. Donc c'est vous qui choisissez en fonction de votre chronique comment vous allez terminer la gamme d'une certaine manière. Le but c'était vraiment de terminer la gamme. Voilà, avec des conseils évidemment de maîtrise en plus donc des 4 scénarios. Donc il y a donc The Crucible of God qui est une des versions de l'histoire, Nightshade, donc Fair is Full, et la dernière version donc c'est Wormwood. Voilà, donc on a la version assez classique, réveil des antédiluviens, et tout le monde, on va dire, se fait bouffer et asservi, etc. Ou des versions un peu plus poétiques, un peu plus différentes de la GN. J'avoue, moi je l'ai fait jouer d'une certaine manière la GN, mais c'était une fin de chronique en fait qui était une sorte de dystopie en fait voilà, d'univers alternatif, puisque voilà, dans mon univers, la GN n'a jamais réellement eu lieu. Elle a eu lieu à l'échelle locale, mais elle n'a jamais eu lieu, on va dire, à l'échelle mondiale. À part évidemment les événements de 99 qui avaient quand même un sacré arrière-goût de GN, hein, donc la semaine du cauchemar. Donc
Un supplément qui est quand même assez intéressant parce que vous pouvez vraiment y trouver la version qui vous plaît pour jouer, comment dire, la GN ou pas, justement, et ça permet quand même de donner des idées pour clore la gamme. Voilà. Donc ensuite, on a les nouvelles versions des livres de clan. Donc là, les 13 livres de clan étaient reparus en version 3ème édition. Ils étaient évidemment beaucoup plus intéressants. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que si on veut vraiment avoir un truc complet, bah, il faut avoir la première version et la deuxième. Parce qu'il y a des infos qui n'existent plus, en fait, dans celle-ci. Bon, ils sont beaucoup plus intéressants. Quand même un peu de remplissage hein, sur certains aspects. Mais au moins, il y avait des archétypes. Et même, on pouvait acheter, comment dire, le bouquin pour faire du GN Vampire. Il y avait des archétypes de personnages qui vous étaient proposés à la fois en système donc jeu de rôle et en système GN, LARP comme on dit, Live Action Role Playing. Et donc ils reprennent évidemment l'histoire des clans, voilà, là ils décrivent un peu plus de PNJ avec leur carac, ce qui n'était pas le cas on va dire dans les premiers. Donc c'était plutôt intéressant. Mais voilà, c'est bien, mais c'est dispensable, hein, on n'est pas obligé. Par contre, le MJ doit y avoir accès quand même, parce que si les joueurs eux, y ont accès et que lui ne sait pas ce qu'il y a dedans, il va être un peu embêté, parce que voilà, il y a des possibilités de savoir quelque chose, quelques petites choses qui sont pas à destination des PJ, ou certains éléments de règles qu'il vaut mieux pas qu'ils tombent dessus, sinon ça va quelque peu déséquilibrer le jeu. Donc, ils sont quand même d'assez bonne qualité. Hein. C'est ça le problème en plus, c'est que dans notre édition française, nous on a eu les premières versions au tout départ, les Clan Book, et après ils ont traduit les versions deuxième édition, ce qui donne vraiment quelque chose de très très bizarre en français. Donc on a vraiment été quelque peu floué sur ce point. Bon, c'est sûr, les versions deuxième édition étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus complètes. Mais bon, comme je vous dis, avec un peu quand même de remplissage, voilà, des combos de discipline qui, si vous les laissez à vos joueurs, ça peut franchement foutre la merde. Mais bon, ils existaient, ils étaient beaux, y avait de quoi, voilà. Et donc avec à chaque fois, donc c'était les couvertures aussi des romans hein, qui étaient reprises pour chacun des clan book. Donc le clan book Macavian qui là était moins complètement what the fuck. Hein, il était quand même beaucoup plus normal, il était dans la même lignée que les autres, hein, ils n'avaient pas fait un odieux délire comme dans la V1. Le Nosferatu, évidemment, Toréador, voilà. Sachant que de mon point de vue, il faut vraiment avoir les deux pour avoir des informations complètes sur le clan, des informations d'intérêt. Voilà, le Tréméré, le Chimis, le La Sombra, ils sont voilà, utiles sans plus. Juste, voilà, mais il y en a certains qui sont quand même très, très sympas, donc le Ravnos et le Giovanni, qui sont très sympas à lire. Voilà, ben je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est de la V3, donc je vais pouvoir passer à la V20, que je vais aller chercher d'ailleurs, car je ne les ai pas sortis de la bibliothèque. Alors, ce que je vais pouvoir vous montrer, en ce qui me concerne, je les ai achetés en souscription quand on va dire c'est paru. Ce qui veut dire que donc j'ai quasiment que les versions limitées que vous n'aurez pas eu en français. Il n'y a que, on va dire, à partir de la traduction de la M20 où ils ont traduit en français et fait des versions donc collector justement des bouquins de vampires, mages, werewolf, etc. Pour ce qui a été en tout cas traduit. Et donc, je vous présente la M20. Donc la voici, donc ça c'est la version, donc celle-ci elle date, normalement c'est 2000, ça doit être 2013 je crois. 2011 même, vous voyez, ça date déjà quand même un petit peu. Donc la M20, qu'est-ce que c'est enfin la V20, pardon, décidément. Mais oui, je vous avais présenté la M20 aussi dans la vidéo sur Mage. Donc
La V20, eh ben, c'est une compilation qui n'est pas une vérité. Enfin, si, on peut considérer que c'est une quatrième édition de Vampire. Où donc là, en fait, on va vous présenter le contexte du jeu de rôle Vampire sous la forme d'un bouquin unique. Donc vraiment, avec celui-là, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour jouer. Donc elle est encore trouvable évidemment aujourd'hui en VF et elle est évidemment plutôt intéressante si vous voulez pas passer à la V5. Ce que je peux comprendre parce que je ferai une vidéo donc sur la V5, c'est quand même assez particulier. Moi, j'ai pas adhéré à tout. Par contre, la M20, voilà, au niveau du système de jeu, c'est réunifié. Vous avez la description là-dedans de tous les clans, de toutes les disciplines, des avantages, désavantages. Vraiment, il y a quasiment tout, quoi. C'est vraiment encyclopédique. Et c'est ça qui est bien. C'est que donc vous avez plus de 500 pages qui vous, qui vous permet en fait d'éviter d'avoir à aller dans justement une centaine de suppléments qui sont déjà parus. Et ça, c'est quand même pas mal. Par contre, quelqu'un qui est nouveau, on va dire, dans Vampire, il va être noyé. Ça, c'est clair, faut quand même le reconnaître. La M20, voilà, la V20, décidément, je vais pas y arriver. La V20, c'est une encyclopédie, donc comme toute encyclopédie, ça vous donne, on va dire, les informations, mais voilà, ils vont pas, comment dire, dans la précision et dans l'exhaustivité. Ils décrivent ce qui est nécessaire, mais pas plus. Donc il faudra malgré tout vous renseigner sur certains aspects, même si techniquement tout y est de base, hein. Mais il n'y a pas plus que ce qu'il y a de base. Voilà, donc vous avez la description de l'univers de Vampire, tel que je vous l'ai décrit à peu près moi, donc du monde des ténèbres, du côté des vampires, avec le lexique. Hein, il y a toujours, on va dire, le lexique qui est dans le livre de base. La description donc de la Camarilla et du sabbat. La description donc des 13 lignées vampiriques, enfin des 13 clans vampiriques. Plus en appendice, il y a la description de lignées supplémentaires. Donc on a à peu près tout ce qui était paru jusqu'à aujourd'hui dans les suppléments. Donc voilà, il y a donc les fameuses Bloodlines, donc les Bali, les Blood Brothers, on les retrouve, les Doctors of Cacophony, les Gargouilles, les Harbinger of Skull, les Echiacides, les Nagaraja, les Salubri, les Samedi, les Troubroucha, évidemment, les Ariman, les Handa. Alors ceux-là, je sais pas d'où ils viennent parce que franchement, je sais pas où ils ont été. Voilà, les Cappadociens aussi, on peut même jouer un Cappadocien. Les Children of Osiris qui étaient donc décrits dans Hunter's Hunted, j'en avais pas parlé. Les Lamia qui eux étaient décrits dans Dark Ages. Les Lianan qui étaient décrits dans Dark Ages aussi. Les Noéades, donc ça doit être des lignées qui sont décrites dans Dark Ages. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut et même trop pour être submergé. Mais c'est un très très bon, on va dire, un très très bon, on va dire, complément, une très très bonne, on va dire, compilation. Voilà, c'est ça que je cherchais. Si, on va dire, vous voulez vous remettre à Vampire actuellement et que vous avez joué un petit peu à Vampire quand vous étiez jeune, que vous avez peut-être plus vos bouquins, mais que vous voulez vous y remettre, ça vous permettra de vous y remettre, vous ne serez pas trop perdu. Par contre, si vous ne connaissez pas du tout Vampire, ça sera possible de jouer, mais vous n'avez pas de contexte là-dedans. Il y a juste vraiment la description des règles et uniquement des règles pour jouer des vampires. Et on va dire du contexte, on va dire du contexte général. Il faudra quand même que vous écriviez votre chronique, que vous la placiez dans une ville. Bon là, après au niveau des villes, c'est très très facile de trouver un setting vraiment pour pas cher. Chicago par exemple, que je vous conseillerais que trop, ou d'autres villes qui vous plairont parmi celles que je vous ai citées. Bah, Montréal si vous voulez jouer justement dans le sabbat, etc. Il y a de quoi faire. Mais c'est pas suffisant. C'est vraiment juste une grosse compile de règles pour débuter, qui malgré tout qui a beaucoup d'intérêt. Hein. Elle est bien fichue. Le système est bien revu complètement, bien remis à jour pour justement pouvoir utiliser pleinement tout ça. Mais voilà, c'est pas suffisant et c'est un peu, on va dire, un peu lourdingue, voire même un peu indigeste pour ceux qui sont des nouveaux joueurs de Vampire. Donc il y avait eu évidemment un écran, alors je crois qu'il est paru en français, hein, l'écran.
Voilà. Donc avec les dessins des 13 clans, 3 volets avec les tableaux derrière. Rien de bien innovant. Il y avait eu donc des suppléments. Donc moi j'avais acheté le Hunter's Hunted version limitée en donc deuxième édition. Donc vous le trouverez en français là-dessus. Je crois qu'il a été traduit en français, hein, le Hunter's Hunted. Donc là pareil, vous pouvez jouer donc des chasseurs de vampires. Là, c'est vraiment ça devient vraiment avec ce supplément-là un jeu à part entière, même si vous avez besoin quand même du bouquin de vampires de base pour jouer donc uniquement des chasseurs de vampires. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là? Il n'était pas au bon endroit. Parfois, je m'aperçois que ce n'est pas rangé comme il faut. Donc, il y avait un supplément qui est paru également en français, le Compagnon. Donc c'est vraiment ce qui se disait, on va pas faire un bouquin de 700 pages, donc on va faire un petit supplément de 80 pages en plus, avec plein de petites précisions diverses et variées, donc les titres vampiriques, les prestations, la technologie et quelques petites choses supplémentaires sur le monde des ténèbres. Voilà. Donc ils vous décrivent des lieux en fait, des lieux vampiriques. Pas un supplément, on va dire, super indispensable, mais bon, voilà, c'était le premier supplément qui était paru. Donc on avait après le la nouvelle version du Children of Revolution. Donc je vous avais présenté dans la première version, c'était les PNJ majeurs qui avaient eu, on va dire, une destinée particulière par rapport aux événements de la révolte anarque. Donc là, on a la description de plein de nouveaux PNJ. Il y en a certains qui sont très intéressants. C'est assez variable, hein, mais je trouve que le supplément a de l'intérêt si vous voulez vraiment trouver des PNJ d'intérêt pour votre campagne. Il y a de quoi faire. Il y en a donc la description, je crois, d'une vingtaine, hein, dans ce supplément. Je regarde. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça, 18. Je sais compter encore jusqu'à 18. Magnifique. Donc là, c'est un supplément en fait de PNJ qui tourne évidemment autour de l'idée de la révolte contre leur clan, contre l'ordre établi, contre plein de choses. Alors après, le bouquin sur les anarques, le voici. Donc il était plutôt pas mal, hein, en plus avec un... Regardez, le signet, c'était un bout de corde. C'était plutôt rigolo. Le bouquin est assez joli. En plus, il y a des stickers collés derrière avec le sticker Smiling Jack The Anarch, qui est une grande figure des anarques vampires. Donc, pareil, là, c'est tout pour jouer, on va dire, une campagne tournée sur les anarques dans la V20. Un supplément donc pareil qui devait faire 80 pages ou quelque chose comme ça. Ah non, il fait 140 pages, ce qui est plutôt pas mal, avec un écran dédié. Voilà, ou donc écran 3 volets. Voilà, c'était vraiment pour jouer dans le contexte des anarques, et c'est des compléments en fait de règles par rapport à ce qui était décrit dans la V20 d'origine, qui était déjà quand même assez énorme, mais pour préciser comment dire le propos. Et le dernier supplément que je possède, il n'est pas en version limitée celui-là, le Lord of the Clan, où là concrètement vous avez la description là-dedans de tous les clans, donc ça remplace en fait les clans de book pour la V20, avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux systèmes pour chaque... Et donc chacun des 13 clans est décrit à son chapitre dans le bouquin pour justement révéler ses petits secrets et ses petites choses. Voilà. Donc ça, c'est les suppléments que moi je possède pour la V20. Après, j'ai aussi évidemment la V20 Dark Ages. Voilà, il y avait un écran, parce que pour chaque supplément en fait spécifique, il vous faisait un nouvel écran. Voilà. Donc moi, dans la souscription, j'avais tout pris. Voilà, parce que je suis féru d'exhaustivité, donc à la limite, l'écran en plus, à l'époque, c'était pas cher. J'avoue qu'après, j'ai un peu décroché, on va dire, justement de ces souscriptions. Parce que voilà, celle par exemple sur le journal, le Beckett, le journal de Beckett. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher aussi, j'ai oublié de vous le montrer. Oh, grand diable, décidément. Voilà. Que là, j'ai acheté en version limitée en français. Bon, je l'avais en PDF.
Voilà, donc là, celui-là, si vraiment vous voulez vous plonger pleinement dans le background de Vampire, vous achetez la V20 et vous achetez ça. Donc là, c'est la version limitée, mais il y a une version, on va dire, dite normale, donc chez Arkham Asylum. C'est un bouquin, donc, qui fait, je crois, on est ouais, quasiment 550 pages, même un peu plus, qui décrit en fait l'évolution du BG entre la V3 et la M20, et qui d'ailleurs ouvre aussi le BG vers la V5. Donc si vous voulez vraiment faire la charnière, vous avez tous les éléments pour savoir ce qui s'est passé donc, entre les années 2000 et les années 2020, entre guillemets, 2010, voilà, et les prémices de ce qui va être le background de la V5. Donc ça, c'est indispensable. Ça se lit super bien, c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré, comment dire, le chapitre sur Montréal, justement. Tout tourne autour, en fait, donc des recherches de Beckett sur le livre de Nod, et donc des gens qu'il va rencontrer et des choses qu'il va découvrir, évidemment, sur le contexte de la société vampirique qui évolue, on va dire, à l'époque, de ses trouvailles. Et c'est vraiment génial. Voilà. Et à chaque fois, en fait, vous avez un chapitre qui vous décrit donc à travers des documents ce qui se passe, et après vous avez le contexte pour le MJ d'une certaine manière, donc qui est dans des pages comme ça, des pages avec comment dire, le tour, on va dire en marbre, et qui donne en fait des éléments pour le transformer en scénario, en campagne, en chronique plus précisément, etc., et qui révèle certains petits secrets qui vont être révélés dans les documents. Parce que voilà, vous voyez, on a affaire vraiment à des documents qui ressemblent en fait comme à des dossiers en fait d'enquête. Hein. Parce que c'est ça, c'est un enquêteur d'une certaine manière. Beckett, c'est un gangrel nodiste donc qui étudie le livre de Nod. Voilà, et donc voilà, les secrets de Montréal, où donc ils vont rencontrer donc la plupart des PNJ de Montréal tel qu'il a évolué donc dans les années 2000 et plus. Voilà, la description de énormément, on va dire, de PNJ majeurs. On est vraiment dans quelque chose de... Voilà. Ça, c'est indispensable. Vous achetez le bouquin de la V20 si vous voulez vous y mettre, plus ce supplément-là, qui sera largement mieux que tout ce que vous pourrez pour rattraper, on va dire, au niveau du BG et vraiment vous donner plein d'idées de campagne. C'est ça. Et après, choisir un setting, soit que vous créez vous-même, soit que vous allez piocher dans les vieux settings, comme Chicago, ou d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez carrément, sans problème, jouer avec la V20, le supplément Beckett, et vous achetez par exemple le supplément Chicago pour la V5. Bon, il y aura quelques petites adaptations techniques à faire, mais qui sont vraiment pas trop compliquées. C'est plus à la limite plus gênant en fait de passer de la V20 à la V5 que l'inverse, je trouve. Quand on connaît on va dire le système de la V20, ça se traduira assez facilement en termes surtout de discipline, et comme dans la V5 on n'utilise plus les points de sang mais on a un niveau, comment dire, de faim, donc un niveau de sang, on va dire, qui est exprimé, on va dire, sous forme de GD plutôt que sous forme de points, pour déterminer un seuil, on va dire, où justement, quand on utilise une discipline, on perd normalement des points de sang, hein, donc dans la plupart des cas, dans la V20, c'était pas forcément des points de sang qu'on perdait, mais bon, on devait quand même voilà, faire des jets de dés, et pour certaines, ça nécessitait quand même des dépenses de points de sang. Dans la V5, là, on n'a plus de cette gestion en fait des points de sang au point près, mais plutôt, on va dire, un seuil qui, en fonction évidemment de nos utilisations un peu outrancières de nos pouvoirs, risque en fait de nous faire passer un seuil où on va justement avoir la faim qui va nous tirailler, et on va devoir se nourrir. Voilà. Mais j'y reviendrai quand je parlerai de la V5. Donc voilà, j'ai terminé pour ceci. Donc voilà, j'ai été un peu moins bavard sur ça. Donc là, on était sur la V3 et la V20 qui fait un peu office de V4 pour Vampire. Donc
vous avez à peu près de quoi vous donner une idée de ce qu'est la gamme, de comment vous voudriez aborder Vampire. Si vous avez encore besoin de conseils, de questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Si vous avez besoin de précision également, passez sur le Discord pour en discuter. C'est largement plus facile, hein. Je préfère discuter avec les gens sur le Discord plutôt que sur les commentaires des vidéos. C'est quand même plus simple. Et donc, eh bien, voilà. J'espère que vous avez survécu aux fêtes de Noël, que vous survivrez aux fêtes du Nouvel An, et voilà. Que vous avez quand même profité peut-être de quelques jours de vacances pour jouer, et pourquoi pas d'ailleurs jouer à Vampire. Si vous avez des anecdotes d'ailleurs à me raconter sur vos parties de Vampire, bah, n'hésitez pas. Ça peut toujours être intéressant de partager. Je pense que je ferai peut-être dans un proche avenir, on verra bien, une vidéo justement sur mes campagnes vampires que je vous présenterai, où je vous donnerai des conseils justement pour maîtriser des campagnes dans le monde des ténèbres, et vampires en particulier, Werewolf et Mage, que j'ai beaucoup pratiqué. Ça peut être une idée de vidéo pour 2022 que je vous présenterai, mais j'ai déjà les vidéos sur Rollmaster un peu à terminer. Si j'ai le courage, parce que j'avoue que c'était assez titanesque quand même ce que j'ai entrepris, de vous présenter ma campagne Rollmaster. Voilà, donc eh ben, j'espère que vous avez apprécié cette chose. Ça fait quand même 3 heures de vidéo, hein, à s'écouter, mais bon, je pense que si vous êtes en vacances, c'est largement possible de vous écouter ça tranquillement, en faisant autre chose, en lisant un bouquin ou en vous reposant. Donc voilà, mettez des pouces, mettez des commentaires. Et bah, on se retrouve, on va dire, donc l'année prochaine, voilà, pour d'autres vidéos, d'autres jeux que je vous présenterai avec amour, comme d'habitude, avec passion, parce que voilà, le jeu de rôle est une passion et il faut la vivre pleinement. Voilà, je vous dis donc à bientôt, à l'année prochaine. C'était Magna Magister pour la dernière vidéo de l'année. À bientôt.